Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute! Je reçois aujourd'hui Elisa Betoul, jeune juriste qui s'est lancée en freelance dans le legal design après ses études et après avoir passé le barreau. Elle est très active sur LinkedIn notamment et elle nous raconte son parcours et les idées fausses qu'elle entend encore sur le legal design. Bonjour Elisa, et je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander qui tu es et quel est ton parcours? Oui, bonjour Delphine et merci beaucoup pour ton invitation sur le podcast. Je suis ravie. Donc je suis Elisa Betoul, j'ai 24 ans et j'exerce en freelance en legal design depuis l'année dernière. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai commencé par des études de droit à Paris, à Panthéon-Assas. C'était une licence en droit privé avec le collège de droit en parallèle. Ensuite, un master 1 que j'ai fait pour moitié au Vietnam. Et ensuite, un master 2 MBA de droit des affaires et de management. Ensuite, j'ai passé le CRFPA et j'ai intégré l'USB, donc l'école d'avocat, et j'ai obtenu le CAPA après un stage chez Fidal en droit économique. Et j'ai décidé de ne pas prêter serment et de directement créer mon auto-entreprise pour proposer mes services en legal design. D'accord, on va justement en reparler de cette grande étape. Est-ce que tu peux déjà me donner ta définition à toi du legal design? Oui, souvent je dis que c'est un peu deux choses à la fois. C'est un état d'esprit et c'est aussi une vraie méthodologie. C'est un état d'esprit parce que, on va appréhender le droit d'une nouvelle manière, en se centrant sur l'humain et en essayant de se détacher de la norme juridique pour se recentrer sur, l'usager du droit et donc on va vouloir rendre le droit accessible, adopter une posture empathique, être ouvert au changement, à l'erreur, à la créativité et cetera. Mais c'est aussi une vraie méthode parce que c'est la méthode du design thinking qu'on va appliquer au domaine juridique. Et donc, c'est une méthode d'innovation qui est itérative et qui est en 5 étapes. On commence par une phase d'empathie où on va comprendre qui est le client et quel est le besoin du client. Ensuite, la problématique, on va définir quel est le problème qui est rencontré par le client. La troisième étape, c'est l'idéation. Donc, on va venir générer des idées pour résoudre le problème. Ensuite, le prototypage, on va venir modéliser et concrétiser l'idée, donc élaborer le prototype. Et enfin, on va tester le prototype. Donc, on va le soumettre à l'utilisateur pour récolter son feedback et modifier le prototype en fonction de son feedback. Donc, c'est vraiment une méthode de résolution de problèmes. Ça sert à répondre à un besoin rencontré par un utilisateur. Et l'utilisateur, ça va être l'usager du droit. Alors, j'imagine qu'il y a énormément de fausses idées, des idées reçues sur le legal design. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Oui, je pense que la principale, elle est justement en lien avec la définition, parce qu'on voit souvent le legal design comme quelque chose de purement esthétique ou de visuel, en disant, voilà, ça va être insérer des illustrations ou des pictogrammes, ajouter En fait, des on entend couleurs. design, quoi, dessin, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que souvent, en fait, dans le langage courant, on confond un peu design et beau. Par exemple, on dit qu'un fauteuil est design, ça veut dire le fauteuil est beau, mais en fait, design, ça veut dire conception. Donc, c'est vraiment résoudre un problème, c'est pas du tout rendre quelque chose de beau. Et d'ailleurs, on peut utiliser le legal design pour différentes choses, par exemple pour repenser un parcours client ou pour optimiser la collaboration au sein d'une équipe, pour, par exemple, repenser un système pour qu'on soit sûr qu'il soit en phase avec les attentes des utilisateurs. Donc, il n'y a pas que le legal design visuel. Ça, c'est la partie émergée de l'iceberg et c'est un peu l'idée reçue que tout le monde a. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y en a d'autres? J'imagine qu'il y a plein d'autres idées reçues. Tu Oui, ça, c'est un petit peu les objections que donnent les professionnels du droit pour ne pas s'intéresser au legal design. C'est que le legal design prendrait trop de temps ou que si on vulgarise trop, ça Ah oui, risquerait faire de de l'information, c'est ça? sensibilité. Oui, c'est ça.
Et aussi qu'il faut être très créatif et qu'ils ne se sentent pas capables ou que c'est trop cher, enfin, ce genre d'idées reçues-là. Oui, d'ailleurs, je crois que tu as fait plein de posts là-dessus sur LinkedIn. Je vous invite à aller les voir parce que c'est assez drôle. Alors, je reviens un peu en arrière, je reviens à toi. Tu nous as dit que tu avais passé le CAPA et que tu avais pas prêté serment. Oui. Donc, tu as pas eu envie ou besoin d'exercer comme avocate pour, comprendre, en fait, justement, les besoins de tes clients avant de te lancer dans l'entrepreneuriat? Tu as pas eu envie de te lancer d'abord comme avocate? Non, en fait, j'avais déjà pratiqué le legal design pendant 1 an au sein du groupe Renault pendant mon alternance et ça m'avait beaucoup intéressée et j'avais vu pendant mon stage final que les avocats étaient très intéressés par le fait que j'en ai déjà pratiqué, qu'ils ne savaient pas exactement tout ce que ça recouvrait, mais il y avait une vraie curiosité et donc j'ai vu qu'il y avait un enjeu business pour les professionnels du droit, en plus de l'enjeu d'accès au droit pour tous. Donc ça m'a confortée dans mon projet et pour moi, une fois qu'on a identifié quelque chose et qu'en plus on a les compétences pour y résoudre et qu'en plus on est motivé, il faut se lancer. Et je pense que si j'avais accepté une collaboration, après le CAPA ou un poste de juriste, je me serais jamais lancée en freelance parce qu'ensuite, une fois qu'on est lancé dans sa carrière, on a plus de responsabilités, on a besoin d'un salaire fixe et cetera et on se lance jamais. Donc j'avais pas envie de passer à côté de ça et je me suis dit que j'étais jeune, que j'étais flexible et qu'il fallait se lancer maintenant et je regrette pas du tout parce que j'apprends plein de choses en peu de temps. Par exemple, créer du contenu sur LinkedIn, savoir gérer un appel de vente et puis, on en apprend beaucoup sur soi-même. Par exemple, comment gérer son stress, se dire qu'on dépend de personne. Donc si ça ne marche pas, il faut s'analyser soi-même et voir ce qui n'a pas marché et donc, j'invite vraiment tous les étudiants en droit à se dire, ne pas suivre la voie classique si on se sent appelé ailleurs. D'accord, et ben, ça, c'est un beau message. Est-ce que pour quelles activités, toi, tu utilises le legal design? Parce que moi, j'ai l'impression que ça peut vraiment être utilisé pour, quasiment toutes les activités, mais est-ce que tu peux me confirmer ça ou? Oui, ben, moi, mes services, je les propose, aux juristes d'entreprise et aux cabinets d'avocats. Donc ça va être collaborer avec eux en utilisant la méthode du legal design pour, améliorer, la satisfaction de leurs clients avec une information juridique qui soit claire et qui soit adaptée. Donc par exemple, on peut retravailler, refondre un contrat ou une consultation, une convention d'honoraires. Côté entreprise, ce serait par exemple concevoir des fiches pratiques pour les opérationnels sur comment utiliser tel contrat ou comment se déroule tel process ou clarifier un mémo. On peut aussi faire des infographies, par exemple pour expliquer, un processus ou une notion de droit complexe, mais ça passe pas forcément par l'élaboration de visuels. Parfois, il suffit de comprendre le besoin du client, d'utiliser le langage clair et de restructurer l'information. Et donc en plus de tous ces services, je forme aussi les juristes au legal design. Oui, parce que alors, j'en viens, à une autre question, mais c'est vrai que j'ai vu que tu avais, créé une formation en legal design. Donc, Oui. à qui s'adresse-t-elle cette formation? Ben ça s'adresse à tous les professionnels du droit parce que, pendant mes premières semaines en freelance, j'ai beaucoup échangé avec des prospects et notamment des avocats et j'ai vu qu'il y avait une réelle demande en ce sens parce qu'ils avaient envie de se former et de mettre un peu la main à la pâte eux-mêmes plutôt que seulement déléguer, à une personne extérieure et ils ont envie de pratiquer, de gagner en autonomie sur ce sujet. Donc j'ai, décidé d'élaborer une formation qui dure une demi-journée avec d'abord une partie théorique où on voit ce que c'est vraiment que le legal design, la méthode, les bénéfices, etc. Et ensuite une partie pratique où il y a une mise en situation concrète et on va appliquer la méthode du legal design à travers ces 5 étapes. On apprend à mener un entretien utilisateur ou un test utilisateur, élaborer une carte d'empathie, écrire en langage clair, bien sûr, utiliser Canva, etc. D'accord, et j'imagine que tu as créé ça, peut-être avec un designer ou tu as fait ça toute seule ou? Je l'ai fait toute seule. D'accord, waouh! Non, mais, je dis waouh parce que je sais que pour avoir créé des modules de formation, c'est beaucoup de travail donc Oui, ça a pris du temps. Ça c'est oui, c'est beaucoup de travail, et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, en pratique? Enfin, par là, par exemple, pour convaincre des professionnels ou,
du droit, de s'intéresser au legal design, comment tu t'y prends? En fait, j'essaie de déconstruire les idées reçues parce que, les difficultés, elles viennent des idées reçues qui sont encore très ancrées et elles servent un peu d'objection pour, Mmh. ne pas faire de legal design. Donc il y a un petit peu un top 5 des excuses, «Je n'ai pas le temps, ça prend trop de temps, j'ai trop de dossiers en ce moment». Il y a, comme je disais tout à l'heure, que le legal design, ce serait trop risqué parce que ça simplifierait trop le droit, ce serait imprécis. Et donc ça risquerait d'augmenter le contentieux. Et qu'est-ce que tu réponds du coup à ça alors? Bah, pour le manque de temps, je réponds que c'est normal que l'assimilation de la méthode, ça prenne du temps. Il faut se défaire de certains automatismes. Quand on veut écrire en langage clair, il faut y réfléchir à 2 fois. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on assimile progressivement et qu'on intègre petit à petit à sa pratique. C'est pas du jour au lendemain qu'on devient legal designer. Donc c'est accepter de prendre un peu plus de temps, mais ensuite on va gagner beaucoup de temps par la suite. Par exemple, en évitant des allers-retours un peu inutiles entre le client et le juriste. Et Mmh. heu et pour les personnes qui pensent que le legal design, ce serait trop risqué, il faut rappeler que le legal design, ça ne signifie pas du tout perdre en exhaustivité ou en précision. Parce qu'au contraire, il faut être très bon juriste, en fait, pour garder une grande rigueur juridique et donc une information qui soit précise et rigoureuse, mais à la fois compréhensible et claire. Et dans tous les cas, on va rester maître de son travail et au contraire, on va même prendre plus de recul pour mieux structurer le livrable en se mettant à la place du client. On va distinguer ce qui est important, ce qui est secondaire, s'il y a des points de vigilance éventuels, etc. Alors, est-ce que tu as une espèce de petite carte magique, si vraiment tu as des réticences et qu'on te dit: «Ben, oui, mais c'est trop cher, ça va être trop long, j'ai pas le temps», qu'est-ce que tu peux dire à ces directeurs juridiques ou à ces avocats? En fait, c'est pas une baguette magique, mais c'est encore une fois beaucoup de pédagogie et mettre en avant les bénéfices du legal design. Et par exemple, au lieu de pointer le coût du legal design, ce serait plutôt s'intéresser au coût de l'inaction. Parce que actuellement, ce qui coûte cher, pas forcément en argent, mais aussi en énergie, en réputation, etc., c'est la mauvaise communication avec les clients. Parce que les livrables, même si on passe du temps dessus, ils vont être mal compris, donc on a une perte de temps et des conseils juridiques qui sont mal appliqués ou pas appliqués, alors qu'avec le legal design, l'information juridique, elle est comprise, donc le livrable, il va être pleinement efficace et pleinement exploité, et le client, il va pouvoir percevoir vraiment la valeur ajoutée du juriste. Et d'ailleurs, le legal design, ça coûte pas forcément cher si on ne fait pas appel à quelqu'un d'extérieur. Comme je le disais, on peut l'intégrer progressivement à sa pratique, et en plus, on peut, si on veut, faire supporter en partie le coût par le client. Est-ce que quand même tu vois une petite évolution depuis quelques années, sur le legal design? Parce que maintenant on en parle depuis 3-4 ans quand même. Est-ce que tu as quand même vu une évolution des professionnels, qui s'y intéressent peut-être plus ou qui comprennent mieux ou tu trouves que c'est encore très timide? Bah, ça reste timide, mais il y a une réelle évolution, heu, peut-être encore plus chez les directions juridiques. Il y a beaucoup de directions juridiques innovantes maintenant qui pratiquent le legal design. C'est encore un peu plus timide chez les avocats, mais c'est certain que c'est un sujet, qu'on traite de plus en plus et c'est super encourageant. Ça c'est bien. À ton avis, qu'est-ce qui est nécessaire justement pour qu'un projet de legal design soit un succès? Bien, même avant de commencer le projet, il faut bien expliquer la démarche aux clients et au reste de l'équipe si on ne travaille pas seul. Donc bien expliquer ce que c'est que le legal design, que ce soit pas quelque chose de purement esthétique, et montrer des exemples, concrets pour convaincre. Et ensuite, au cours des différentes étapes, déjà au cours de l'empathie, il faut bien prendre son temps et surtout ne pas vouloir aller trop vite, ne pas, présumer le besoin du client. Parce que le client, il va rarement arriver et dire: «Bah, mon besoin, c'est ça». Il faut derrière faire un vrai Ouais, en travail de fait, il sait pas. recherche. Oui, c'est ça. C'est maïeutique, quoi. Bien sûr, ouais, on va faire ça, par des entretiens utilisateurs, l'échange, l'observation, construire une carte d'empathie et cetera. Donc à ce moment-là, il faut bien prendre son temps. Et d'ailleurs, dans un post LinkedIn, j'ai cité Einstein qui disait que Oui, s'il je devait l'avais vu. résoudre un problème, oui, il passerait 55 minutes à se poser la bonne question et seulement 5 minutes à Ça résoudre la résout le question. problème. C'est ça. Donc ensuite, on passera à l'idéation. Donc là, c'est important de ne pas s'auto-censurer, de ne pas se dire: «Je vais être ridicule», mais au contraire, laisser fuser le plus d'idées possible
Et donc, si on travaille à plusieurs, essayer de créer un climat de confiance pour que personne... Oui, parce que là, c'est pas que le juriste de legal design qui travaille, c'est vraiment un travail d'équipe. Faut le rappeler, c'est multidisciplinaire cette approche. Oui, c'est ça. Oui, dans l'idéal, c'est bien de rassembler une équipe pluridisciplinaire, donc des UX designers, designers graphiques, juristes, etc. Et donc que tout le monde se sente en confiance et que tout le monde fasse fuser ses idées. Et Et ça, ensuite, tu arrives à faire inclure un designer ou parce que dans les directions juridiques, il n'y en a pas. Enfin, clairement, des designers ou des ingénieurs en design, il n'y en a pas. non, mais on peut faire appel à des freelances. Et pour ce qui est des agences de legal design, la plupart, enfin même toutes, je pense, Ouais, dans leurs équipes, elles ont des salariés designers. ouais. Et ensuite, bah, on arrive à l'étape du prototypage. Et le prototype, il faut le faire tester vraiment le plus tôt possible. Ce qui est un peu contre-intuitif pour un juriste. Mais même si on a encore des grandes lignes ou quelque chose qui fait encore assez brouillon, il faut aller le faire tester au client et ensuite faire autant d'allers-retours que nécessaire parce que, bah, encore une fois, le legal design, c'est itératif. Donc, on va pas avoir quelque chose de parfait du premier coup. Il faut impliquer le client et collaborer avec lui et ne pas se considérer comme un expert qui délivre un document final à la fin qui est parfait. En fait, il faut changer l'état d'esprit. Et qu'est-ce que tu vois, toi, comme bienfait vraiment pour les équipes qui ont recours au legal design? Qu'est-ce que tu vois concrètement? Bah, un gain de temps et une meilleure satisfaction principalement. Par exemple, en entreprise, hem par exemple, chez Renault, on avait élaboré une foire aux questions pour que les opérationnels gagnent en autonomie sur quand ils ont une question juridique. Au lieu de perdre du temps à se dire bon, quel juriste il faut que je contacte au sein de la DJ, coucher la question par écrit et ensuite attendre la réponse, eh bien, ils vont par eux-mêmes obtenir la réponse à leur question, même si c'est le soir, même si le juriste est absent, etc. Et donc, ils gagnent en autonomie. Et le juriste, de l'autre côté, il se libère du temps, donc il a moins de tâches répétitives et un peu chronophages, et il va se concentrer sur des tâches plus complexes, à plus haute valeur ajoutée. Et même quand le juriste vient l'opérationnel pardon, vient consulter la direction juridique, ils vont mieux se comprendre, et donc il y aura une meilleure communication. La direction juridique, elle va être mieux consultée, par exemple, en amont des projets. Donc, il va y avoir une meilleure sécurité juridique, moins de contentieux et une communication qui est plus fluide. Et pour les avocats aussi, il y a énormément d'avantages. Et je pense que le principal, c'est le lien de confiance en fait, qui va s'établir entre l'avocat et le client. Par exemple, le client va mieux comprendre ce que l'avocat va faire. Par exemple, dans une convention d'honoraires, il va savoir, ah bah l'avocat va faire ça, mon argent il va servir à ça. Oui, il va mieux comprendre aussi le document et donc ça va être mieux, si c'est mieux compris, effectivement, derrière, il y a moins de questions et du coup, c'est beaucoup plus fluide, quoi. Les relations sont plus fluides. Oui, c'est ça, moins de questions, donc du gain de temps. Et puis, dès la première lecture, le client va assimiler et va comprendre ce que l'avocat veut dire. Donc, meilleure communication, le client qui est satisfait et le client qui est fidélisé. Et puis, même d'un point de vue personnel, pour le professionnel du droit, c'est super enrichissant parce qu'il va un peu sortir de sa routine, découvrir une nouvelle façon de penser, faire évoluer sa pratique. Donc, ça ouvre à de nouveaux horizons. Et est-ce que d'après toi, le legal design, c'est un enjeu concurrentiel dans les entreprises aujourd'hui? Oui, bah, c'est une façon de se démarquer de la concurrence et pas que pour les entreprises, mais pour les avocats aussi, ils peuvent se distinguer de leurs confrères. Et ça va permettre à une structure de rayonner et d'attirer, par exemple, des jeunes juristes qui vont vouloir évoluer dans un environnement un peu innovant et ouvert à de nouvelles pratiques, plutôt qu'au sein d'une structure qui est totalement rigide. Donc, c'est une façon de se différencier. Et c'est un vrai enjeu business en tant que tel. Le legal design, ça va participer au bon fonctionnement du business parce que c'est intrinsèque à la méthode. Parce qu'au début, on va se demander quel est le besoin du client. L'idée, c'est pas seulement répondre à une question de droit avec des mots simples. On va se demander pourquoi le client vient nous voir, quel est l'enjeu derrière. Et quand l'opérationnel il consulte la direction juridique, l'enjeu, il va être business. Et donc, la direction juridique, elle va être business partner. Elle va être un outil stratégique pour les business. Donc, il y a un intérêt stratégique et c'est pas du tout une méthode déconnectée de la réalité et des enjeux, bien au contraire. Comment toi, tu vois l'avenir du legal design? Eh bien, je pense qu'on a radieux, j'en ai entendu parler. Oui, radieux, ça fait titre.
Sur du court et du moyen terme, je pense que ça va vraiment prendre encore plus d'ampleur. Donc ça pourrait se traduire par plus d'agences ou plus de freelance en legal design, mais surtout aussi à l'intérieur même des entreprises, des cabinets, pour y avoir des postes dédiés au legal design, par exemple un legal design officer, donc beaucoup de développement en interne. Et ensuite, à long terme, après vraiment à très long terme, mais j'aimerais que ça arrive un jour, peut-être que la notion en tant que telle va disparaître. Si tout le monde pratique le legal design, ça va être une façon naturelle en fait de travailler pour les juristes. Ce serait intégré à la pratique de façon naturelle. Et ah oui, alors justement, pour que ce soit intégré à la pratique, est-ce que tu ne penses pas qu'il faille enseigner le legal design dans les universités? Si, si. Pour moi, il faudrait. Parce que je sais pas si je suis pas sûre qu'il faille le faire tout début, parce qu'il faut quand même une base solide juridique, mais on peut se poser quand même cette question quand est-ce qu'on le met dans le cursus, quoi. C'est certain qu'il faut une base solide juridique, ça je vais pas dire le contraire, mais en fait ce serait plutôt les initier à une nouvelle méthode, à un nouvel état d'esprit le plus tôt possible, avant que en fait ils aient pris un peu les réflexes de tous les juristes, donc vouloir faire des phrases longues, ne pas chercher à se faire comprendre et être fier d'utiliser du jargon. Ouais. Oui, c'est ça. Et après, c'est plus complexe de se défaire de ces automatismes-là une fois qu'on les a acquis. Et il faudrait aussi se détacher un peu, de faire comprendre que c'est pas que le fond du droit qui compte, les dates des arrêts, les dissertations, etc. Et que ce qu'il y a derrière, ça va être ensuite, on va rencontrer un client qui va rencontrer un problème, il va falloir faire preuve d'empathie avec lui et surtout communiquer ce qu'on a appris, l'information juridique, à un non-juriste. Parce qu'en fait, ce sera ça le cœur de leur métier après, ça va être de transmettre de l'information à des personnes qui n'y connaissent rien au droit. Donc, au-delà de l'apprentissage, je pense qu'il faut leur apprendre à trouver un équilibre entre une rigueur juridique et comprendre un problème et l'enjeu derrière et savoir le résoudre. Et je pense que ça redonnerait du sens un peu aux études de droit. Je fais un petit aparté, mais il y a quand même des professionnels qui sont très impliqués aujourd'hui dans cette volonté de vouloir modifier les études de droit dans les universités. Je pense Oui. notamment aux juristes de demain et à Séraphin, avec Tony, Ambre, Thomas. Ils sont très impliqués là-dedans et je pense que c'est bien qu'il y ait qu'il y ait des professionnels qui fassent aussi bouger les lignes sur ce point-là, quoi. Oui, et d'ailleurs, dans les écoles d'avocats, il y a de plus en plus de modules et de parcours innovation. Par exemple, à l'USB, il y a le Lab USB. Et un des parcours, c'est le Legal Design. Donc, on commence à en parler, mais c'est vrai que ça vient très, très tardivement. Pour moi, il faudrait en parler avant. Oui, ça vient après le M2, en fait. Est-ce que tu as des conseils pour les étudiants, justement, qui veulent se tourner vers le legal design? Déjà, se renseigner sur la méthode. Il y a énormément de ressources gratuites en ligne. Par exemple, j'avais lu le livre Law by Design de Margaret Hagan. Il est en anglais, mais il est entièrement accessible en ligne. Il y a aussi sur Open Classroom des formations Design Thinking qui sont gratuites et qui ne sont pas trop longues. Et il faut aussi, je pense, être curieux et pas se cantonner au legal design, mais se renseigner un peu plus globalement sur le monde de l'innovation juridique, notamment sur LinkedIn. Et ne pas hésiter aussi sur LinkedIn à créer du contenu pour se faire remarquer, gagner en légitimité et rencontrer des nouvelles personnes. Est-ce que tu peux, pour finir cette petite entretien entre nous, tu peux nous dire, je sais pas, un petit mot sur Tout droit tout simple? Je l'ai découvert, je ne sais plus quand, mais j'avais trouvé que c'était une vraie mine d'or, même pas que pour les étudiants, mais tous les juristes, parce qu'on découvre plein de témoignages et avec des personnes qui ont des parcours très différents, et puis des nouveaux métiers, des nouvelles matières, comme les Legal Ops. Et c'est très inspirant et ça permet de se motiver, de se dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie et que tout est possible. En fait, chaque juriste va créer son propre chemin et qu'on n'est pas les seuls à avoir un parcours atypique. Oui, c'est ça. Il y a 1001 façons de pratiquer le droit et ça, c'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer sur Tout droit tout simple. Merci beaucoup, Elisa, d'être venue sur le podcast. Tu reviens quand tu veux et puis je te dis à bientôt. Oui, merci beaucoup, Delphine. C'était super sympa. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast, ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!